Donc là, on est avec Eli Kerich, head coach de la Japan Top Team, main event de l'UFC 310. Soit. Déjà, Eli, est-ce que c'est ta première expérience à l'UFC ? Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, c'est ma première expérience dans un corner à l'UFC, ouais. Donc, comme Kaya Sakuraki main event pour le titre flyweight face à Pantoja, en vrai, c'est une dinguerie. Déjà, rien que ça, on se posait la question avec Rust. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de l'UFC, histoire moderne de l'UFC, que quelqu'un a un title shot pour son premier combat à l'UFC ? Ouais, je pense que c'est la première fois dans l'histoire moderne. Hein. C'est la plus grosse signature récente. Et pour avoir un title shot sans être du tout connu de la scène UFC, c'est une première. Et comment ça se prépare ? Vous êtes arrivé quand à Las Vegas ? On est arrivé le 18 novembre. En fait, on avait un Rising le 17. Et du coup, on est parti du 18 tout de suite après. 3 semaines, ça nous laisse assez de temps pour s'adapter à l'altitude et pour finir le camp d'entraînement doucement. C'est un camp d'entraînement qu'on a commencé en août à peu près. Donc, voire un peu plus tôt, peut-être fin juillet, parce qu'on a eu plusieurs propositions de dates. Donc, il fallait qu'on soit prêt dans tous les cas. Donc, là, ça a été la dernière date qui a été retenue par l'UFC, qui est donc le 7 décembre. Du coup, ça nous a fait un bon camp d'entraînement bien long. On a bien pu développer technique, tactique, et puis forcément le côté physique avec. Et je vais te poser beaucoup de questions sur toi, parce que tout est fou. De toute façon, tout est fou dans ce combat-là. Déjà, il y a la vidéo. Enfin, je sais pas si vous avez posté sur les réseaux. En tout cas, il est face au miroir. C'est quoi, il a l'air dans une shape de zinzin, tout simplement. Ça rigole pas. Ouais. Est-ce qu'il y avait pas une inquiétude, mais forcément, Horizon, il combattait pas dans la même catégorie. Là, c'est en flyweight. Est-ce que c'était important pour vous d'être prévenu suffisamment tôt ? Est-ce qu'il y avait pas mal de paramètres pour être au poids, donc 57 kilos le jour J, donc d'ici dans un peu plus d'une semaine ? Forcément, le plus tôt on était prévenu, le mieux c'était dans le sens déjà psychique pour l'athlète, parce que forcément le weight cut c'est toujours quelque chose qui peut inquiéter, et donc faut pas précipiter les choses parce que tu veux pas plonger ton athlète dans un état psychique de stress permanent. Est-ce que je vais faire le poids ? Est-ce que je vais faire le poids ? Donc effectivement, un peu plus de temps c'est toujours cool. Après, il faut savoir qu'au Japon, la plupart des gens cutent pas énormément comparé à la scène internationale. Donc moi, mon gars, il combattait en bantam, mais il cutait pas, il démarrait pas de très très haut, tu vois, pour un bantam. Donc au final, le fait qu'il descende en flyweight, ça équivaut à un cut, j'ai envie de te dire, un peu classique pour des mecs à l'UFC, pour la scène internationale. Ce sera un gros flyweight, c'est sûr, parce qu'il est grand. Tu vois, il a la même taille que Steve Erceg, je pense. Donc, tu vois, il sera un peu plus imposant, et forcément, il est musculeux. Mais il y aura pas d'inquiétude ou quoi que ce soit vis-à-vis de la perte de poids. Il est super bien encadré, on travaille avec des gens très professionnels qui ont beaucoup d'expérience. Donc, pas d'inquiétude là-dessus personnellement. Et comment t'expliques le fait que l'UFC, ils vous mettent aussi bien pour votre premier combat ? Parce que c'est vrai que là, depuis quelques temps, j'ai l'impression que pour l'UFC, pour rentrer, même si les gens sont assez connus, on va dire, ils sont obligés de passer par les Contender Series. Là, j'ai ce sentiment qu'il y a vraiment tapis rouge pour lui. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. On a la personne qui s'occupe des contacts de cas à l'UFC, qui est très très bien, en très très bon terme avec l'UFC, qui comprend bien son fonctionnement. Donc forcément, son contact à l'UFC et sa relation est très très bien développée. C'est notre coach de lutte qui gère ça, Billy Bigelow, qui est très 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 en bon terme, si je puis dire, avec l'UFC. Donc, il a déjà travaillé avec eux à plusieurs reprises. Il a déjà fait pas mal de camps pour des athlètes. C'est un mec qui vient de Vegas, donc il est toujours sur place. Donc, ça aide beaucoup. Je pense que deuxièmement, c'est aussi la situation. On a une star japonaise, parce qu'il faut l'appeler comme il est. C'est quelqu'un qui est extrêmement connu au Japon. Et non seulement en plus de sa popularité, donc chaîne YouTube, Instagram, vraiment des millions de followers sur YouTube, 1 million passé. Sur Insta, je crois qu'il doit avoir plus de 500K maintenant. Donc c'est quelque chose de très vendeur pour une catégorie qui pour l'instant ne vend pas forcément, dans le sens où le champion actuel a déjà un peu lavé la catégorie.
il y a pas grand monde qui excite le public, que le public a envie de voir. Il y avait la montée de Tatsuro, mais Tatsuro il vient de perdre et c'était pas non plus quelqu'un qui était extrêmement populaire au Japon Ah pour le ouais? moment. Et comment t'expliques ça? Parce que c'est vrai qu'en France, hein, Tatsuro Taira, il y avait une petite hype autour de lui. Bah, t'as forcément une petite hype, mais après, tout se compare dans le sens où si tu compares la popularité de Tatsuro et la popularité de Kai au Japon, ça n'a rien à voir, quoi. Kai peut pas marcher dans la rue, il se fait accoster tout de suite, instantanément. C'est lunettes de soleil, casquette en permanence. C'est vraiment lui et son frère, ils ont vraiment participer à l'amélioration de l'écosystème du MMA japonais, tu vois. Et avec leurs vidéos, avec leurs performances, avec leurs shows Rising, etc. Ils ont vraiment réussi à booster non seulement le côté fanbase, c'est-à-dire que comme ils ont des chaînes YouTube un peu lifestyle et tout, bah, t'as énormément de personnes qui se sont intéressées au MMA grâce à eux, qui n'étaient pas du tout intéressés par ce milieu-là de base et qui sont juste fans d'eux et qui sont devenus fans de MMA juste après, tu vois. Donc tu vas avoir cette chose-là. Ensuite, tu vas avoir le fait que grâce à eux, l'écosystème, il a permis d'apporter plus de sponsors, plus d'opportunités pour tous les autres combattants qui eux-mêmes vont se développer, qui eux-mêmes vont aider à créer une plus grosse scène japonaise qui est en train de bien remonter à mes yeux. Et donc vraiment ils ont vraiment marqué l'histoire du MMA japonais aux yeux de tout le monde, ce qui fait que c'est vraiment des méga stars. Tatsuro, c'est plus, je pense un, un hype train, tu vois, où c'était un mec qui était invaincu, qui est jeune. Je pense qu'il y a de l'avenir parce qu'il est bon et il est jeune. Et voilà, tu vois, t'as toujours envie de voir un mec invaincu continuer à être invaincu d'un côté ou voir si quelqu'un peut le vaincre. Donc ça a créé un peu de hype, mais il a pas marqué l'histoire du sport japonais encore à l'heure qu'il est. Et pourquoi, selon toi, là, l'UFC, enfin, historiquement, ils ont jamais vraiment réussi à percer au Japon. Est-ce que là, cette Alors, signature-là aussi, c'est parce qu'ils ont envie de faire des événements, parce qu'ils ont envie de s'y implanter durablement? je pense que, alors je suis pas dans la tête de l'UFC forcément, mais je pense que justement, oui, ça fait sens pour eux d'avoir un ambassadeur pour pouvoir potentiellement retourner sur le marché japonais. C'est un marché qui est en train de remonter, c'est un marché très consommateur dans le sens où les fans sont vraiment des fans hardcore, tu sais, là-bas, les gens sont vraiment full dans tout ce qui est goodies autour des combattants, dans ce qui est lifestyle autour d'eux, etc. Tu peux vraiment construire quelque chose. Donc je pense qu'effectivement pour l'UFC c'est intéressant pour eux de d'essayer de récupérer ce marché. Donc là ils font un peu d'une pierre deux coups. Ils ont quelqu'un qui est extrêmement populaire, qui est une méga star, qui a déjà marqué l'histoire du MMA internement, donc au niveau du Japon, qui performe. Le mec a 76% de finish, il lâche des KO en boucle, il frappe comme un camion. Donc, alors que c'est un poids assez léger, donc il est impressionnant. Donc déjà ça c'est quelque chose qui va convaincre non seulement le Japon, mais aussi internationalement, je pense. Et donc il a déjà une histoire écrite. Ils ont même pas besoin de lui créer une histoire entre guillemets comme tous ces nouveaux prospects où lui il a déjà toute son histoire écrite et tout ce qu'il a à faire entre guillemets c'est être lui-même performé et voilà tu vois tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et au Japon, est-ce que ça, pour le public japonais en tout cas, ça signifie plus quoi? Le titre du Rising ou le titre de l'UFC? Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un engouement pour la semaine prochaine? Je pense qu'il y a un véritable engouement parce que là on marquerait l'histoire où ce serait le premier véritable champion japonais à l'UFC, tu sais. Ce qui est énorme pour tout le pays, tu vois, ça reste une mentalité un peu insulaire là-bas, tu vois, ce qui fait que tu restes la fierté, vraiment la fierté du pays quand tu marques l'histoire pour le pays en représentant le Japon. Donc je pense qu'il y a quand même une belle différence entre la ceinture Rising, qui était déjà énorme, surtout qu'on était face à Juan Archuleta, qui est pas un japonais. Donc forcément, quand t'as japonais contre étranger, t'as toujours un peu plus d'engouement sur place, je pense. Mais surtout, le fait que ce soit maintenant l'UFC, quelque chose d'international, de prouver que au Japon, on peut produire des champions. Ça, je pense que ça a pas de prix à leurs yeux, tu vois. Donc, à mon avis, il y a quand même beaucoup plus d'engouement.
Et concernant le Rising, ce que je trouve intéressant, c'est, tu parlais du renouveau justement du MMA japonais, c'est qu'ils avaient commencé en signant les Fedor, les Crocop contre d'autres légendes, ça marchait peut-être pas forcément, et là, moi, d'après ce que j'ai vu, pour avoir parlé aussi au Rising, c'est que là, ça se passe hyper bien depuis qu'ils se sont dit on va faire des chocs entre japonais tout simplement, et même en termes de pay-per-view, je crois que les cartes intéressent certes moins à l'étranger, mais au Japon, c'est vraiment, ça déchaîne les passions tout simplement. Oui, exactement. En fait, je discutais aussi avec le matchmaker du Rising. Le but maintenant pour eux, c'est de construire les choses autour de stars japonaises et ils ont plus de problème à les faire s'affronter entre eux parce que je pense qu'ils ont compris que étant sur place, si c'est deux Japonais, ils vont forcément ramener leurs deux propres fanbase qui vont vouloir chacun voir qui est le plus fort, qui peut faire, et ça va créer un écosystème petit à petit, un potentiel ranking petit à petit, où même les fans par eux-mêmes vont demander ah ben on aimerait bien voir lui contre lui, ah lui contre lui ce serait top, ou les fighters vont se call out entre eux pardon, ou voilà moi je veux te prendre à telle date etc etc. Donc en fait, je pense que c'est un peu l'ordre naturel des choses. Tu vois, au final, même en France, maintenant, on voit toujours des petits call-outs à gauche, à droite, des combats franco-français. C'est des choses qui intéressent de plus en plus. Donc, euh, donc je pense que c'est juste l'avenir du MMA. Tu as envie de développer la chose nationalement. Et puis après, les meilleurs nationaux peuvent peut-être se frotter un peu à une scène internationale qui est le top de l'UFC, quoi. Ouais, ah, c'est qu'avant les gars voulaient pas s'affronter ou... Bah, j'étais pas là, Ok, je vais pas te ouais. raconter de mensonges. Tu vois, moi, je suis arrivé au Japon il y a 1 an et demi, donc j'ai pas envie de te raconter une histoire qui est pas véritable, mais je pense que effectivement, quand tu vois un petit peu ce qu'est la mentalité japonaise, je pense qu'ils aiment bien aussi préserver l'intégrité des Japonais, effectivement. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de justement le Rising, parce que j'ai l'impression qu'à la différence des organisations françaises, aujourd'hui c'est vrai que ça marche bien, que ce soit Hexagone, KOF, Ares, Enco, mais on voit ça comme une plateforme pour ensuite aller à l'UFC ou au PFL. Mhm. J'ai l'impression que le Rising, ça peut vraiment être pour un athlète une fin en soi. Oui, je pense. En fait, tu vois, déjà, c'est une très grosse organisation en termes de show. Tu vois, tu vas avoir des shows. La dernière fois, cet été, on a eu un show à 48 000 personnes à Saitama Super Arena. Tu as toujours le show de Rising du Nouvel An, la veille de Nouvel An, tu sais. Tu vas vraiment avoir des gros shows. Donc, déjà, le fait que ce soit spectaculaire, je pense que ça peut être une fin en soi pour des combattants en fonction d'où ils en sont dans leur carrière. Tu vas avoir des vétérans UFC par exemple ou des mecs qui ont déjà pas mal de bouteilles qui vont venir tranquillement finir au Rising parce que l'UFC investit de plus en plus dans des prospects, dans les Contender Series, dans des mecs neufs invaincus. Donc tu vois les personnes qui se font cut ou qui ont tout simplement plus l'envie de bouger partout dans le monde et un peu plus se baser quelque part au Japon, qui est un peu le berceau des arts martiaux aussi, tu vois, qui fait un peu rêver pas mal de combattants. C'est un peu le rêve de pas mal de personnes de combattre au Japon. Donc je pense que ces deux paramètres se mixent bien pour des fins de carrière. Donc c'est pour ça que ça peut être une fin en soi. Et puis tu vas avoir aussi toute la scène japonaise qui peut doucement monter dans des petites organisations, que ce soit type Grachan, etc. Et après quelques belles victoires, espérer aller au Rising. T'as aussi un côté insulaire, comme je te dis, où on a des combattants qui parlent pas du tout anglais, qui ont pas forcément la volonté de s'exporter, et qui vendent beaucoup de tickets et aussi qui font des bons sponsors au Rising. Si tu veux, au Japon, on va dire que c'est les sponsors qui vont bien te rémunérer et pas forcément ta fight purse. Et, euh, et donc, si tu restes sur une scène japonaise, tu peux avoir tes sponsors sur ton short, tu peux espérer une meilleure rémunération et construire un peu plus ta carrière là, plutôt que de revoir recommencer à zéro, galérer un peu niveau sponsor, parce que l'UFC, tu peux pas les afficher sur ton short comme tout le monde le sait. Et donc, c'est pas impossible que certains Japonais n'aient pas envie de s'exporter et plutôt envie de faire une carrière là-bas. Et pour revenir à vous et donc ce qui va se passer à l'UFC 310, le choc contre Pantoja, enfin, déjà, est-ce que il y a une dimension un peu historique pour ce combat-là, parce que c'est vrai que la catégorie avait été rythmée par on va dire la rivalité Brandon Moreno contre Figueiredo, puis il y a Pantoja qui est arrivé. C'est vrai que là, on a l'impression que ça va être compliqué de le déloger quand même.
Ouais, effectivement, hein, c'est un grand champion. Il est très dur au mal. Il avance. Il a un très 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 bon sol, très très bonne prise de dos. Il peut encaisser des coups. Donc forcément, c'est un step up pour nous en termes de scène. Maintenant, Kai vient d'une division plus lourde. Il vient d'affronter un Juan Archuleta qui était extrêmement lourd, qui a loupé la pesée de pas mal de kilos, qui était vraiment énorme comparé à un autre fighter. Il a quand même su le coucher avec sa puissance. Je pense que Pantoja n'a pas encore fait face à quelqu'un qui frappe aussi fort que Kai. Pour être le mec qui lui tient la patte, je peux vous dire, ça frappe vraiment extrêmement fort. Franchement, pour quelqu'un de ce gabarit, c'est une puissance qui est démesurée, à mon sens, encore une fois. Et donc, oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, comme tous les combats, parce qu'on préparera tout sérieusement. Mais non, c'est pas quelque chose qui nous inquiète dans le sens où je sais que, et on sait qu'il est capable de le coucher à tout moment. Ok, bah vivement le choc. Et en termes de différence Rising UFC, qu'est-ce que t'as remarqué pour l'instant, même si la Fight Week n'a pas commencé? En bien ou Peut-être en en mal, termes hein. Peut-être en termes d'organisation, c'est Ok. sûr que le Rising, on va dire que ça s'organise peut-être un peu plus last minute, tout ce qui est média, tout ce qui est autour du combat, tu sais. Et l'UFC, tu sens que tout de suite la machine, elle est enclenchée, quoi. Tu vois, c'est telle date, c'est ça se fera comme ça. Et puis c'est vrai que c'est pas que c'est plus professionnel, on va dire que c'est plus pris à l'avance, c'est ce que je dirais de mon humble ressenti. Après, maintenant, je t'avoue que moi, je suis fort aussi focus sur mon combattant, sur faire le taf technico-tactique, etc. Donc, je fais pas forcément super attention aux petites choses internes en termes d'orga. Je suis plus le genre de coach qui est focus sur l'aspect sportif, si tu veux, que sur l'aspect médiatique, etc. Et justement, parle-nous de toi. Alors, De moi, ah bah oui, de toi. Comment est-ce qu'on se retrouve là, sous le feu des projecteurs? Et puis ah, surtout ça que c'est c'est bien, beau. c'est qu'en plus, t'as déjà, il y a pas mal de passerelles qui sont faites avec le MMA français. On voit de plus en plus de combattants Mhm. qui viennent aussi au Japon. Il y avait Baki, je crois, Ouais. qui est venu il y a... Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça, Je hein. l'avais accueilli à la salle, ouais, bah, qui était passé. Et puis, bah, comme je te dis, c'est le berceau des arts martiaux. Et puis, t'as toujours ce côté où, quand t'aimes les sports de combat, en général, t'as envie de visiter le Japon depuis ta plus jeune enfance, peu importe pour quelle raison, que ce soit que t'aies un peu été bercé comme ma génération dans les animés japonais, Dragon Ball, tout ça à la télé, tu vois, c'est une culture pour ma génération qui est plutôt bien développé, je dirais. Et du coup, pour tous les jeunes combattants, je peux comprendre l'envie d'y aller. Après, tu as le côté un peu old school, ceux qui sont plus dans le Bushido, etc., qui ont toujours envie de voir un peu les valeurs martiales du pays. Donc, je pense que ça rassemble beaucoup de monde, ouais, effectivement. T'as envie de faire des passerelles entre la France et le Japon? Ou Ah c'est bah oui, oui, plutôt... Ouais. je pense que c'est le but, c'est cool, tu vois. Il y a Cyril Diabaté qui est passé il y a 2 semaines, je crois, c'était il y a 2 semaines, où on s'est rencontrés et on discutait un peu de ça, justement. Ça peut être sympa de faire venir des Français pour combattre au Japon, etc. C'est pas facile d'insérer la scène japonaise, je t'avoue, de faire combattre sur des petites orgas ou grosses orgas, parce que le Japon, ils aiment vendre une histoire, si tu veux. Pour vendre un combat, ils aiment vendre une histoire. Ouais, lui, il s'est entraîné par là, et ci et ça, et c'est plus difficile à vendre avec un étranger que sur une scène japonaise. Donc, mais c'est pas impossible, on l'a déjà fait. Là, on a un partenaire d'entraînement de Kai, par exemple Armando Gutiérrez, qui a fait l'Ultimate Fighter là, dans la Team Connor, qui vient de combattre au Japon le week-end dernier. On a réussi à le faire combattre au Deep, il a gagné, c'était top. Mais il y a des connexions qui peuvent se faire aussi, pas juste pour combattre, mais aussi pour s'entraîner. Là, j'ai fait venir Michael Alja Rouge pour le camp d'entraînement de Kai, et donc ça s'est super bien passé. Ils ont super bien connecté. Michael, il a un top niveau, c'est vraiment un super sparring partner. Euh, pour des personnes de haut calibre, tu vois, comme Kayla qui va combattre pour une ceinture. Vraiment, on était super content de l'avoir. Et donc, ça crée des bons échanges, je pense, parce que ce qui manque au Japon, c'est aussi des partenaires d'entraînement. Tu vois, c'est des petits clubs qui sont toujours avec les mêmes personnes.
qui ont pas vraiment vu d'autres styles. Du coup, ils finissent par s'habituer les uns aux autres. Et je pense que c'est important de soit voyager et aller dans des méga gyms, tu sais, comme aux États-Unis, à des gros clubs à Vegas, en Floride, etc. Ou soit de faire venir des personnes, ce qui peut être pas mal pour des Japonais qui parlent pas forcément anglais, etc. Soit faire venir des personnes. Et là, ils ont la chance que dans le club, il y ait moi et mon collègue américain qui s'occupions des pros. Euh, euh, pour justement les connecter internationalement et faire venir d'autres fighters. Et donc, toi, comment tu t'as Moi, été comment je me suis jusqu'à retrouvé là? exactement. Écoute, je vais te la faire courte, sinon ça va être un peu long. L'histoire commence en 2000, 2012, 2013. J'ai commencé le sanda au lycée en fait, parce que j'avais déjà fait plein de sports et j'ai juste un ami dans ma classe qui m'a invité à faire du sanda. Et j'ai fait pas mal de combats en amateur, des tournois en France, en Belgique, etc. Je suis du nord de la France, moi. Donc en Belgique aussi, il y avait pas mal de trucs au niveau sanda. Donc pas mal de tournois en amateur. Voilà, je fais une quinzaine de combats. Et, euh, et ensuite, je pars en école d'ingénieur après le lycée. Et voilà, les sports de combat un peu difficiles à allier parce que gros emploi du temps, faut beaucoup taffer à la maison, plus t'as vraiment des gros horaires. Et donc un peu triste, mais je mets un peu le truc de côté. J'ai vu des propositions pour faire de la boxe thaï en pro avec un coach en Belgique. J'avais fait quelques mois d'entraînement, mais j'arrivais pas à allier entraînement et études. Donc je fais le choix des études et je me rends compte au bout de 2 ans d'études que ça me plaît pas quoi. Je fais ça par défaut juste parce que ça fonctionne pour moi, mais je me sens pas épanoui. Je suis pas heureux de me lever le matin quoi. Et donc je me dis bah il y a rien qui vaut une vie sans regret, donc il faut que j'agisse maintenant. Qu'est-ce que j'ai toujours aimé, soit des trucs un peu plus artistiques, la musique, etc. Soit le sport et notamment sport de combat. Et en fait, je regardais toujours le MMA, mais sans vraiment y avoir pensé. C'était illégal en France, etc. Et puis dans le nord de la France, c'était pas du tout développé à l'époque, donc j'y pensais pas, mais je me dis ouais, c'est vrai que je regarde toujours et j'aimais vraiment beaucoup John Jones, tu vois. Je regardais vraiment beaucoup de John Jones à cette époque-là. Et donc je me dis bah vas-y, fuck it quoi, j'arrête tout. Donc j'arrête, j'arrête l'école d'ingénieur. Je bosse à côté dans un cinéma pour économiser de l'argent et je me dis bah je vais partir à l'étranger, je vais tenter le truc du MMA quoi. Je vais essayer de faire une transition, on va voir ce que ça donne. Et j'envoie plusieurs mails à différentes académies et c'est la Jackson Wink MMA à Albuquerque donc qui Très me bonne répond. nouvelle. Bah oui. Et moi je me dis mais c'est un truc de fou quoi. Tout s'aligne. Je kiffe John Jones, c'est son club qui me répond etc. Et donc je travaille 8 mois etc. pour mettre de l'argent de côté et je pars en 2017 septembre 2017 je pars à Albuquerque Jackson Wink. J'ai 19 ans, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans à cette époque-là. Et puis après, c'est parti. Donc, je m'entraîne là-bas. Comme je leur dis que j'ai un passé en amateur, je peux m'entraîner avec les pros déjà. Parce que eux, aux États-Unis, à cette époque, leur vision de l'amateur, elle était beaucoup plus expérimentée, si je puis dire, que notre vision en France. C'est-à-dire qu'à cette époque, tu pouvais avoir des combats amateurs en France, mais pas forcément avoir un niveau élevé. Mais quand j'arrive à l'époque et que je vois les amateurs déjà aux États-Unis, ils ont déjà un bon niveau. Tu vois, les mecs qui s'entraînent déjà avec des pros, c'est beaucoup plus développé. C'est un sport qui est là depuis plus longtemps, comme il était même pas presque pas là en France, vu que c'était illégal, même si on a des pionniers comme Amoussou, etc., qui le font depuis longtemps, tu sais. Mais c'était pas encore mainstream, si je puis dire. C'était pas encore quelque chose sur la grande scène. Et du coup, donc je m'entraîne là-bas, ça se passe super bien pour moi, je fais la transition doucement, d'ajustements à faire au sol. Et je me dis bon voilà, c'est tout, on s'entraîne, ça se passe très bien. Je m'entraîne avec des gars qui vont percer plus tard comme Yadong Song, etc. Tu vois, ils avaient ramené une équipe de Chinois pour en vue du premier UFC Pékin ou Beijing. Tu sais, c'était Ngannou, je pense, qui était sur la Ouais, carte. Je suis pas contre sûr. Curtis Blades, ouais, c'est ça. Il me semble que c'était ça. Et du coup, je m'entraîne avec des futurs prospects à l'UFC qui sont pas encore, qui vont faire leur début. Je m'entraîne avec des vétérans, des Donald Cerrone, Holly Holm, etc. Donc, c'est vraiment une expérience hors du commun. J'aime beaucoup, je progresse vite, ça se passe très bien. Donc, je suis content. Et puis, je rencontre Tom Duquesnoy qui allait combattre contre Cody Stamann, je pense, à l'époque, et son coach, Bourama Traoré. Et on sympathise fortement. Enfin,
tout est top, mais je me rends compte, bah forcément, je paye un loyer tous les mois, etc. Et je rentre pas d'argent. Faut qu'au bout d'un moment, l'expérience, aussi bien qu'elle soit, faut que je rentre au pays. Au bout de 6-7 mois, je décide quand même d'aller voir ailleurs et je vais au Canada, je vais à Tristar à Montréal pour voir un petit peu ce que ça donne en fait dans un autre club parce que j'en avais connu qu'un de MMA jusqu'à présent. Et puis on m'avait vendu que c'était cool de voyager, de voir ce qui se fait ailleurs, etc. Que toutes les méthodes sont pas les mêmes et je suis jeune donc c'est maintenant qu'il faut apprendre au maximum. Donc je vais au Canada pour 1 mois et demi, 2 mois. Ça se passe super bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup appris au niveau sol aussi, des très bons instructeurs là-bas, Pierre-Olivier Leclerc, Donald, Firas. Franchement, très bonne ambiance. Je tourne avec des futurs top UFC comme Arnold Allen par exemple. C'est des mecs du Bellator, comment il s'appelle, Mandel Nalo, qui est très très fort. Vraiment, je suis impressionné par leur niveau. Tu vois, moi, j'essaie juste de survivre et de me débrouiller doucement, mais j'apprends beaucoup. Et voilà, c'est une expérience top. Et donc je reviens en France, j'étais en bon terme avec le coach de Tom Duquesnoy et il me propose de m'entraîner sur Paris avec lui. Donc je fais les allers-retours en train pour faire finir ma transition MMA et le but c'est voilà combattre tout de suite en professionnel. Quand je veux faire mes pro débuts après 1 an d'entraînement vraiment intense, défense de lutte parce que je suis un striker, donc défense de lutte, défense de sol, tu vois vraiment la base pour se sentir vraiment bien en MMA. Ça se passe super bien, sparring partner, etc. Je me fais une blessure, donc je me déchire des muscles dans le ventre, etc. Une assez grosse blessure qui prend du temps et une grosse pubalgie plus d'autres déchirures à côté, ça va vraiment tout à lâcher d'un coup quoi. Je m'entraînais trop. C'est voilà, t'es jeune, tu sais pas encore forcément bien réguler ça. Et rien à voir en fait, j'apprends que j'ai qu'un seul rein suite à une batterie d'examens à l'hôpital, tu vois, comme j'étais vraiment pas bien, je fais pas mal d'examens. J'apprends que j'ai qu'un seul rein et donc bah, sur le coup, moi je tilte pas, mais même si c'est pas illégal de combattre avec un seul rein, mon médecin du sport me conseille fortement. Il me dit ouais les coups répétés, le Ah water cut, ouais. etc. C'est pas top. Moi, je te conseille pas de continuer. T'es jeune. Ce serait bête que tu te foutes un peu la vie en l'air, que tu joues un peu avec un coin flip, alors que bah, tu pourrais faire encore d'autres choses. Tu vois, t'es jeune. Donc super dur pour moi. J'avais vraiment tout lâché pour ça. C'était mon rêve. Tu vois, tous les jours, tous les entraînements. Moi, je pensais qu'à une chose, c'était je veux aller au plus haut de la scène. Je veux faire ça pour pour le cœur. Tu vois, j'aimais vraiment ce truc-là. Donc très très grosse désillusion, très grosse claque. Je sais pas trop quoi faire. Sur le coup, dans tous les cas, je peux plus m'entraîner parce que j'ai vraiment une grosse blessure. Je suis au moins 5 mois out. Donc il faut se reconvertir doucement parce que forcément, je peux pas passer ma vie à attendre et je sais pas si je vais recombattre, etc. Je pense pas recombattre sur le coup parce que la manière dont les médecins m'en parlent, c'est vraiment assez dangereux. Donc je me dis bon, c'est difficile hein, tous les jours une grande tristesse, tu vois, au fond de moi et puis encore aujourd'hui forcément hein, de temps en temps. Et donc j'ai un ami à moi qui me dit bah écoute, je donnais des petits cours de patte d'ours à gauche à droite, tu vois, pour me faire un peu de sous. Il me dit bah en vrai t'es un bon coach, tu fais ça bien, pourquoi tu passerais pas un diplôme de coach, tu vois, dans le nord de la France, c'est mon préparateur physique, Thomas Larchaud qui m'incite à devenir coach, tu vois. Et donc, je m'inscris au CREPS, je passe un BPGEPS, double mention, de la prépa physique, des cours co, etc. Un truc un peu plus orienté sur le physique, mais qui te permet d'ouvrir une boîte et de coacher dans le sport. Et donc, en fait, pendant toute mon année d'études au CREPS, bah, je commence à être blindé au niveau patte d'ours, parce que j'essaie vraiment d'entraîner peu importe ce qui, mais comme un professionnel, d'apprendre le truc vraiment super propre, comme si tu allais faire un combat, même si tu feras jamais de combat, j'ai vraiment envie de partager ma passion pour la chose, tactiquement, techniquement, faire des petits sparring organisés, etc. Vraiment comme si c'était des mini training camps, tu vois, pour qui veut le faire, parce que j'aime la chose et j'aime ce que je fais. Et au fur et à mesure, bah, je commence à être un peu plus connu dans le Nord, où j'enseigne un peu à gauche, à droite en tant qu'auto-entrepreneur. Et au bout de 2 ans, 2 ans et demi, donc ça se passe bien, mais j'ai toujours la dalle, comme on dit. Et j'ai envie d'en faire plus. Et je me dis, bah, je vais retourner aux États-Unis pour m'entraîner avec les pros, parce que je me sens encore en forme. Tu vois, je m'entraîne encore tous les jours. Je suis encore en bonne forme pour être sparring partner, etc. Mais aussi pour montrer ce que je vois en tant que coach maintenant. Ça peut être sympa. Donc je pars à Las Vegas au club Syndicate MMA pendant 5 semaines
Et donc ça se passe super bien. Il me propose un taf là-bas au bout de quelques semaines parce que le gérant voit que je tiens bien la patte et que j'apporte un aspect un peu game plan, tactique en plus à des combattants du karaté combat, à des combattants UFC, des combattants Bellator. Où moi je le fais gratuitement. J'ai juste envie de montrer un peu mes skills, tu sais, en plus de l'entraînement du matin. Le soir, je tiens la patte aux pros. Et donc, il me propose un taf. Moi, je me dis, ouais, c'est chaud de déménager à Vegas. J'ai des choses en France quand même, mon appart, ma copine, etc. Tu vois, ça fait bouger beaucoup de choses. Donc, bah, je refuse l'offre et je me dis, bon, c'est tout, c'est comme ça. Et ma dernière semaine, j'ai une semaine en commun avec des Japonais. Et j'ai toujours aimé la culture japonaise. Et puis, bon, je suis quelqu'un d'assez, comment dire, extraverti. J'aime bien discuter avec les gens. Je pense qu'on peut apprendre chacun les uns des autres. Tu vois, c'est super intéressant. Je pense que les voyages à l'international, c'est fait pour ça. Et donc, je discute un peu avec eux. Je leur dis que je peux les entraîner. Et il me dit, ouais, bien sûr, pas de souci. Donc, rendez-vous 18h. Je l'entraîne. Et il me dit, mec, je kiffe trop ce que tu fais. Tu nous apprends plein de trucs. Est-ce qu'on peut faire ça toute la semaine, tous les soirs? Je dis, ouais, avec plaisir. Hein, c'est ma dernière semaine. Faisons ça. Et en fait, je vais checker sur les réseaux du soir et je vois le mec, c'est une star. Ah ouais, ok. Je l'avais pas capté du tout. C'est une star du Rising et il va faire son grand retour. Et du soir même, ils annoncent son prochain combat qui est en mai. Et là, on est genre en mars. Et du coup, du lendemain pour sa session, je lui dis, écoute, toute la nuit, j'étudie son adversaire et tout, game plan, slow motion, etc. Et du lendemain, je lui dis, écoute, la session qu'on fait, c'est pour ton prochain adversaire. J'ai vu plein de patterns qu'on peut exploiter en striking et tout. Il y a beaucoup de moyens de le mettre KO, vraiment, je t'assure. Et donc, je lui fais la session et il me dit, mec, trop bien, s'il te plaît, viens faire mon training camp à Tokyo. Je lui dis, bon, je vais réfléchir un peu parce que je viens de m'absenter 5 semaines, faut voir si je peux repartir, etc. Donc, je rentre chez moi, j'en parle à mes proches et puis on décide d'exploiter cette chance-là, tu vois. Et je repars à Tokyo pour 5 semaines. On fait un super training camp. Il me présente aux gens du club, etc. Le mec, il arrive mais parfaitement à reproduire tout ce qu'on a bossé et tout. Vraiment, hein, ça se passe au millimètre près. Et donc c'est un peu la consécration de mon travail et aussi de notre collaboration, quoi. Donc ça se passe très très bien. Il gagne par KO. Donc genou au corps entre Yuki Motoya. Comme la relation s'est bien passée, comme il m'a présenté aux gens du club, etc. Mais le club est pas du tout organisé, c'est un club de street fighter. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent tous de la street, ils arrivent le matin, ils s'échauffent en mettant peut-être allez, 15 secondes de shadowboxing et après ils font du sparring en boucle, hard sparring et il y a pas de coach, il y a pas d'échauffement, il y a pas de technique, il y a rien. C'est ça tous les jours et c'est advienne que pourra, tu vois, le fameux gambalo. Et donc moi je leur dis qu'il y a un truc à faire parce qu'ils ont du potentiel et que à l'étranger bah on essaie de structurer la chose, de périodiser l'entraînement comme j'ai ce côté prépa fille où j'ai étudié ça en France mais j'ai aussi le côté j'ai vraiment beaucoup étudié le MMA parce que j'adore ça. J'ai un peu les deux casquettes où je peux leur proposer une belle structure avec des cours ordonnés, des thématiques d'entraînement, des training camps pour les combats etc. Et donc, ils acceptent le truc et ils me proposent de devenir le head coach et de restructurer la chose. Sauf que tout seul, forcément, c'est quand même un gros club, c'est un des plus gros clubs du Japon. Donc, difficile de faire tout seul. Et moi, j'ai vraiment une grosse appétence pour le striking, pour le MMA. J'ai pas la prétention, même si je peux lutter et grappler, j'ai pas la prétention de l'enseigner à très haut niveau, tu vois. Et j'ai pas envie d'être ce mec qui met toutes les casquettes alors qu'il est pas capable de faire ce qu'il fait. J'ai envie, si je fais quelque chose, j'ai envie que ce soit un top niveau à la hauteur de ce que je fais humblement en striking ou quoi que ce soit et je peux pas me permettre de faire tout ça. Et donc on décide de faire venir pour un camp d'entraînement un coach de lutte américain qui s'appelle Billy Bigelow qui a fait de la Division 1 en lutte, tu vois, state champ, etc. Vraiment pour moi un des meilleurs coachs de lutte que j'ai vu que j'ai pu croiser dans ma vie. Et lui, pareil, il a une très grosse expérience à l'UFC. C'est un gars qui coachait Merab, Zhang Weili, etc. Pour leur training camp en lutte. Et donc, ce gars-là, bah, vient.
il aime le Japon aussi. On lui propose de rester, de restructurer le club avec moi. Et comme il a vraiment des super bonnes méthodes d'entraînement, des super bonnes gestions de training camp, etc., on lui fait confiance pour les professionnels. Et moi, on va dire que je m'occupe des professionnels, mais aussi des loisirs amateurs. J'essaye de chapeler toute la structure où lui, il est vraiment super focus sur les pros et sur leur camp d'entraînement, la périodisation de leur préparation physique, etc. Et du coup, ça fait un bon duo striker, lutteur, grappleur, où il est quand même bon en grappling, qui fait que bah là le club depuis 1 an et demi a vraiment bien monté sur la scène nationale, mais aussi internationale avec Kai qui va aller à l'UFC quoi. Voilà pour Oh. l'histoire. Désolé, c'était un peu long. Non, bah c'est non mais c'est passionnant. Ah ouais, et donc du coup ça fait 1 an et demi avec la Japan Top Team. Et c'est ça. La Japan Top Team a été créée il y a 1 an. Le club s'appelait pas comme ça il y a un Ok. an et demi. Donc la véritable refonte du club et restructuration date d'il y a 1 an. Mais l'histoire au Japon commence il y a 1 an et demi. Ouais. Ok, et rien à voir avec Ah bah, American Top Team, non, c'est juste le nom. Non, rien Ok, du tout. C'est juste le gérant, c'est un avocat d'affaires qui est d'accord. ancien combattant. C'est lui qui a choisi le nom. Ça, on n'était pas trop dans les discussions pour les noms, etc. Ok. Mais, waouh, Donc et les voilà. projets là, pour la suite? Les projets, bah déjà c'est Oui. dans moins de 2 semaines lâcher un gros KO et faire ses preuves à l'UFC. Forcément défendre la ceinture, monter en catégorie. On sait pas forcément. On verra un petit peu là où l'UFC veut nous guider et là où on peut aller. Ensuite forcément les projets, bah Kai, c'est le premier à faire ça, mais le but, forcément, c'est de continuer à former au mieux que l'on puisse des combattants japonais pour qu'ils soient capables d'aller sur la plus grosse scène qui est l'UFC international ou de les développer fortement au Rising, comme tu dis, c'est là où on peut faire toute une carrière et vraiment avoir une belle carrière sur la scène nationale. Euh, Faut juste respecter les projets de chacun. Donc notre but, c'est juste pousser tout le monde là où tout le monde veut aller. Et t'as envie de faire des choses en France ou pas? Ou pour l'instant Écoute, full Japon? ça c'est à voir avec l'avenir. Pour l'instant, je suis au Japon. J'essaye de me focus sur ce que je peux contrôler à l'instant présent. Donc, c'est le Japon, c'est mes combattants japonais. S'il y a quelque chose qui se fait en France, avec grand plaisir. Hein. Je pense pas vivre toute une vie au Japon. Je pense pas. Tu vois, j'ai quand même beaucoup de proches en France, etc. Donc, ça me ferait plaisir de rentrer un jour. Est-ce que je rentrerai toujours avec une casquette de coach et toujours à vouloir faire du MMA? Est-ce que je rentrerai où j'ai été amplement satisfait de mon expérience et j'irai élever des chèvres à la montagne? On sait pas, tu vois. On sait jamais. Donc, Ah ouais, ok. Ok. donc j'ai envie de te dire, on verra ce que l'avenir nous dit. Tant que j'aime ce que je fais et que je sens que je peux apporter des choses aux combattants et aux gens qui comptent pour moi, c'est l'essentiel. Oh, bah, en tout cas, bravo, et puis le Merci meilleur beaucoup. pour, bah, pas samedi là, mais samedi d'après, puis non, On va respect, faire hein. le taf. Aïe, aïe, Merci aïe. beaucoup. Merci Let's beaucoup. go. On va faire le taf et puis ça me fait plaisir aussi de représenter humblement un peu la France à l'étranger et de montrer qu'on a des entraîneurs qui sont top niveau, de montrer qu'on a aussi des combattants top niveau en les faisant venir s'entraîner au Japon comme Michael. Il y avait Brian Boulan qui était venu aussi Mhm. pour le camp entraînement avec Juan Archuleta. Donc ça me fait plaisir de pouvoir montrer que qu'on a une belle scène tricolore. Et il y a des gens qui te soutiennent depuis la France, enfin, où tu sens que ta carrière s'est Ouais, surtout ouais. fait à l'international, ouais. Alors, bah, ma carrière s'est forcément beaucoup faite au Japon, là, puisque mes combattants sont des stars japonaises, donc forcément ça attire un public japonais. Mais là, de plus en plus, j'étais passé sur Karate Bushido Plus, je crois, avec Gabriel Levent, qui lui aussi aimerait combattre au Japon et pour qui je me démêle corps et âme pour trouver un combat, ce qui est assez difficile dans sa KT au Japon. Mais on va le faire, ça Ah, va ouais, parce venir. que trop imposant, c'est ça? Bah, en welterweight, c'est pas une scène où il y a Ah vraiment ouais. beaucoup de fighters et le peu de fighters. Donc déjà, tu vas avoir ceux qui le duck, ceux qui ont pas envie de se battre contre lui parce qu'il est imposant physiquement, tu vois. C'est un Tu vas monstre, avoir ouais. ceux qui se disent bah c'est qui ce type, il y a pas d'histoire à créer Ok. avec lui, j'ai mieux à faire. Enfin, ils ont un peu tout à perdre, tu vois, entre guillemets à l'affronter quoi. Hmm. S'ils se font défoncer, c'est par un étranger qui est pas connu au Japon forcément, et s'ils gagnent, c'est contre quelqu'un qui est pas connu au Japon. Donc tu vois, ils ont un peu du mal à voir le côté gagnant du truc. Donc faut vraiment bien vendre la chose. Ça va venir, ça prend juste du temps à. C'est vachement politique, hein, le MMA japonais. Il faut parler aux bonnes personnes, etc. Essayer de faire les choses en bonne et due forme.
Donc on espère que ça va venir. Donc lui m'avait fait un petit peu connaître en France. J'avais fait une interview avec Clément Marcoux qui était venu avec Baki. Donc ça m'avait fait un peu plus connaître. Et puis déjà les gens qui me connaissaient de base dans le Nord, etc. Donc là, et puis là avec cette fameuse interview de la sueur, je pense que ça aussi poussera le truc. Donc il y a de temps en temps des Français qui viennent au club, qui me disent est-ce que je peux visiter le club? Je vous ai vu sur YouTube, les réseaux, etc. Je dis avec plaisir. Et donc ça va créer des petites connexions, c'est Ah sympathique. ouais, non, je pense. Hein. Je pense vraiment que là, ça va être... parce que, bon, on touche du bois, mais tu remportes le titre, ce serait historique hein, pour un coach Ah ouais, français. ce Hein. serait bon. Ce serait super beau. Franchement, ce serait une vraie fierté. Et puis, au-delà de la fierté personnelle, c'est un chemin que j'ai commencé ensemble avec Kai. Tu vois, c'est qu'on a commencé ensemble. C'est vraiment plus que mon combattant, c'est mon ami et le voir performer et remporter cette ceinture, ça ne pourra que me rendre très, très heureux. Et bah, let's go